30 mars est un point de repère pour nous tous. C'est tout un cheminement, tout un travail, une volonté de tourner globalement la page. Et je voudrais que les Centrafricains reviennent, repassent tout cela pour servir d'un point de repère, quelque chose que eux-mêmes ont contribué, participé, et sans oublier la communauté internationale. Il ne faudrait pas perdre de vue toutes les actions qui ont été menées pour que nous arrivions là au 30 mars. Plus que le jour anniversaire de son accession à la magistrature suprême, le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, souhaite inscrire la date du 30 mars 2016 dans la mémoire collective comme celle de la renaissance du pays. Ce nouveau départ, consacré par la promulgation d'une nouvelle constitution et la restauration des différentes institutions de l'État, doit être un repère hautement symbolique pour tous. Le professeur Faustin-Archange Touadéra s'applique à utiliser ce jalon temporel pour évaluer le résultat des efforts consentis et mesurer le chemin parcouru depuis le retour à l'ordre constitutionnel du pays. Cette année, le président instruit son gouvernement de dédier tout le mois de mars à la mise en œuvre des promesses faites aux populations lors de sa campagne électorale. Chaque ministre doit non seulement rendre compte des avancées sectorielles obtenues sous sa directive, mais surtout montrer au peuple centrafricain les projets ou les chantiers sur lesquels œuvre l'ensemble du gouvernement pour relever le pays. Les avancées devront être ancrées et transformées, c'est-à-dire durablement. D'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, mais surtout du point de vue de la sécurité des populations centrafricaines, c'est-à-dire de la fin, je ne sais plus s'il faut appeler ça un ou des conflits, mais de la fin des violences sur les populations. Dans cette année charnière donc, nous aurons à côté de nous ceux qui veulent rentrer dans la marche positive de l'histoire pour rebâtir le pays avec nous, et nous aurons aussi, de l'autre côté, ceux qui préfèrent rester dans la prébande, dans les mafias armées, dans les postures d'exploitation frauduleuse des ressources du pays, et bien entendu qui devront être traités comme tels. L'épineux sujet de la sécurité des populations demeure la priorité du président de la République. Son objectif, dans la deuxième phase de la montée en puissance des forces armées centrafricaines, est la dotation en matériel militaire des éléments formés par le UTM. Une démarche difficile, comme il tient lui-même à expliquer aux Centrafricains, afin de susciter une détermination commune pour amener la paix dans le pays. Il faut Siriri agateneti gati kodro ko pepe. Siriri agiteneti gouvernement pepe. Siriri ageti zokwe ikwe kona zoko imunanguti ikwe tenisara kwa siriri. E kodro ti Centrafrique ake kodro oko. Zoso kwe agena ti Centrafrique lo munanguti lo kwe tenisara si siriri akiri. Mangati a population. Ake yeso gouvernement et que ça là et ça la sorombi du monde ngouti bi kwati ça là que teneti tenasiri la kiri da tene akengangu mangati baleni ake mingi mais yekena yeke siriri ake kiri alinga kwe la ni sati akwati turguti akiri na peko bakura mankela ni manterena zibendo tigigi la so akomuni momboko titene asara siya turguti ala warpupu igina la mena baguti tena ala bata Centrafrique tena ala kiri laso yeke amena ke kiri
Wanaka Bona devant. Alors, il est contre ça là. Par exemple, avec la démocratie, avec la démocratie, les démocraties dans notre continent. Les démocraties dans notre continent. C'est pas ta population. Bibi qui monte minga mutimi kwati tena bisara si kwati turgu ti koroti a Londo a Kimba si bata kodoti. La recherche de partenaires internationaux capables d'armer les forces de défense et de sécurité est le mot d'ordre donné à la diplomatie centrafricaine en 2017. Son Excellence Charles Armel Douban, ministre des Affaires étrangères, retrace la démarche conduisant à l'accord bilatéral de fourniture de matériel militaire de la Russie à la RCA. Dans le cadre du fonctionnement des Nations Unies, il y a des grands États qui sont au Conseil de sécurité et qui ont le droit de veto, c'est-à-dire les membres permanents du Conseil de sécurité. Ils sont 5. Et la République centrafricaine a fait le serment de travailler avec, mais de manière très renforcée avec ces 5 États. Je veux parler de la Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de la Chine et de la France. Parce que ces 5 États qui aujourd'hui sont pratiquement le gendarme du monde. Et avoir avec soi ces 5 États permet de ramener très rapidement la paix, tout au moins une bonne compréhension de la crise centrafricaine pour avancer. Et la Russie, au titre bilatéral que multilatéral, intervient en République centrafricaine. Et dans ce contexte-là, même si c'est du bilatéral, mais c'est avec l'aval de la communauté internationale et surtout du Conseil de sécurité que la Russie prête main forte à la République centrafricaine par l'équipement de ses forces de défense et sécurité et par la fourniture justement des moyens logistiques aux forces de défense et de sécurité. Cet accord de principe, obtenu le 9 octobre 2017 à Sochi lors d'une rencontre entre le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra et Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, se matérialise très rapidement par une série d'actions concrètes telles qu'explique son Excellence Marie-Noëlle Koyara, ministre de la Défense centrafricaine. La Russie a décidé qu'avant de donner les armements, ils vont entraîner les bataillons qui ont déjà été formés par les UTM à la manipulation, à l'entretien de ces armements. Et ensuite, ils vont mettre en place toute une procédure pour l'identification de l'armement, pour ne pas que, par la suite, on pense que ces armes vont servir à faire autre chose. Donc voilà l'objet de cette première démonstration auquel nous avons ensemble assisté. Et vous avez vu que le gouvernement travaille dans toute la transparence. D'ailleurs, au niveau du département, nous avons mis en place un comité de coordination qui aura à charge de tenir des réunions avec les partenaires pour prendre connaissance de notre feuille de route, les moyens qui ont été mobilisés, les moyens qui restent à mobiliser, les résultats qu'on veut atteindre. Ça permettra à tous nos partenaires de voir chacun où il veut intervenir. Donc vraiment notre pays qui a connu beaucoup de problèmes reste ouvert à toute collaboration, à tout partenariat pour que le pays puisse se relever. Et pour que le pays puisse se relever, il faudrait d'abord qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faudrait que nous garantissions la sécurité de la population. La
La réhabilitation des forces armées centrafricaines enregistre déjà 2 bataillons formés par le UTM, soit environ 1300 hommes. Un 3e bataillon de 650 soldats est en formation. Le contingent russe de Beringo termine ce 31 mars sa première session de formation en maniement d'armes dispensée à 200 éléments des forces armées centrafricaines. La prochaine sortie prévue pour fin mai 2018 compte aguerrir 400 autres soldats à l'utilisation des armes fournies par la Russie de Vladimir Poutine. 100 militaires suivent une formation hautement qualifiante en Guinée équatoriale et 100 autres au Rwanda. L'Afrique du Sud et les 2 Congos promettent aussi des programmes de renforcement de capacité pour quelques centaines de soldats centrafricains. Des déploiements sur les terrains conflictuels à Pawa et à Obo, un autre prévu à Bangassou d'ici juin 2018, sont à inscrire au crédit de la phase d'opérationnalisation des forces armées centrafricaines, tout comme une dotation de la Chine en matériel militaire prévue en juin pour équiper les soldats formés au Rwanda et en Guinée équatoriale. Une dynamique positive à laquelle participent aussi les forces de sécurité intérieure. La police et la gendarmerie contribuent assez fortement aux efforts de maintien de la paix aux côtés de la MINUSCA depuis 2016. Son Excellence Wanze Lingisara, ministre de l'Intérieur et de l'Administration du territoire, poursuit le processus de réhabilitation de ses forces de sécurité en augmentant la capacité de ses ressources humaines. On est dans la dynamique pour la restauration des forces de défense. Au jour d'aujourd'hui, bien entendu avec le concours de la communauté internationale, notamment de la MINUSCA, nous avons mis en place un plan de redéploiement des forces de sécurité intérieure. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous venons de bénéficier de l'aval de l'OITM, donc de l'Union européenne, qui est disposée également à nous appuyer dans ce sens-là, pour le redéploiement de nos forces intérieures. En notant bien entendu que les effectifs ne répondent pas. Les effectifs ne répondent pas. Et avec le concours de la communauté internationale, pas plus tard qu'avant-hier, nous venons de faire rentrer à l'école de police et de gendarmerie 500 élèves policiers et gendarmes qui vont suivre une formation de 7 à 8 mois. À l'issue, il y aura encore une autre vague de formation, cette fois-ci de 1000 policiers et gendarmes qui iront également pour augmenter les rangs de la police et de la gendarmerie. La situation sécuritaire de la RCA demeure cependant précaire. Les bastions rebelles peuvent, à la moindre étincelle, souffler un vent de panique sur les populations et remettre en cause tous les efforts de reconstruction du pays. Le quartier du kilomètre 5 dans la ville de Bangui symbolise cette fragilité des acquis du retour à l'ordre constitutionnel. Le kilomètre 5 aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un point de blocage dans la politique du gouvernement. Un point de blocage, pourquoi? Parce que le gouvernement n'entend pas régler le problème centrafricain par les armes. Le gouvernement entend régler le problème centrafricain par le dialogue. Le chef de l'État, le Premier ministre, ne cesse de me le dire, moi qui ai la charge de la sécurité. Aujourd'hui, le gouvernement est obligé de se retourner vers la MINUSCA pour dire à la MINUSCA qu'est-ce que nous devons faire pour y aller. Voici notre objectif. Arrêter définitivement avec ce qui se passe au kilomètre 5, qui ne profite qu'à certains. Mais le gouvernement a pris les dispositions suivantes pour que cela cesse. Et cela doit cesser, bien entendu, avec le concours de la MINUSCA. Pour la deuxième année du retour à l'ordre constitutionnel, Faustin Archange Touadéra travaille à la tenue des promesses faites aux populations. Les ministres résidents ont ordre de repartir dans leur localité, toujours avec un projet de société, pour expliquer à leurs administrés les efforts à consentir pour une Centrafrique sécurisée, unie
et prospère. Des vœux que le gouvernement du Premier ministre Mathieu Sarandi traduit par le traitement de la problématique de l'emploi à l'endroit de la jeunesse. Après la vulgarisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les recrutements des forces de sécurité intérieure, le temps est à la proposition des emplois pérennes pouvant permettre à la jeunesse de s'intégrer durablement dans la vie active. Parmi les heureux, 120 jeunes suivent une formation d'éducateurs sportifs à l'INJS, tandis que l'ENAM projette de sortir 3 promotions de magistrats, de greffiers et d'agents pénitentiaires d'ici la fin de l'année scolaire. Fonction publique, il est intégré à la, ne peut côté yanga, ce qui est kodoramu, ne peut côté gendo, sur le moule au ténè. Tongani ngbarando timbatati commande zo, ngua ko soit que ozo, ni ki mwamlenge ti kodorona quoi, ni a ti fonction publique, ça qui a kon ngbango. Nguso ozo, gendo sur le mou. Lo sarani. Le mou, n'yati fonction publique, amlengeti kodro, amasika kolina wali, sakia konang bangbo. Nanguso encore, lo yeda, timwala, sakia ko, nang bangbo, na bale ouse, yati fonction publique. L'État, grand employeur du pays, se doit de donner l'exemple. Cette intégration à caractère spécial de 1520 fonctionnaires vise à régulariser le statut et le salaire de nombreux stagiaires déjà présents dans l'administration. Maître Opalenia, ministre de la fonction publique, apporte des éclaircissements sur le profil des agents recherchés et la particularité de cette intégration. La particularité de ce recrutement réside dans le fait que chaque département ministériel établit une liste. Les techniciens, ceux qui ont des diplômes de sortie de grandes écoles, ceux qui ont une qualité pour faire le travail, ceux qui ont la volonté, ceux qui ont le patriotisme dans le sang. Parce qu'il existe un nombre écrasant de demandeurs d'emploi, un nombre écrasant de personnes qui sont sorties issues des formations générales, un nombre écrasant des promotions sorties des écoles professionnelles, et la qualité doit être recherchée. C'est pourquoi chaque département ministériel a été instruit de faire le choix lui-même. La répartition de ces 1520 agents de l'État respecte un principe de quota guidé par l'urgence de la situation actuelle du pays. Pendant la crise, les ONG œuvrant dans le domaine de la santé, par exemple, ont formé et employé des milliers de Centrafricains afin de répondre aux besoins humanitaires. Aujourd'hui, il incombe à l'administration de ce secteur d'élaborer un programme pour absorber le personnel qualifié que le retrait progressif des ONG va laisser sur le terrain. C'est en tout 200 personnes qui vont intégrer la fonction publique dans le compte du ministère de la Santé cette année. La pérennisation des acquis laissés par les actions, les interventions de nos partenaires humanitaires est une priorité du gouvernement. C'est pour ça que vous aurez constaté que le président de la République a fait du secteur de la santé le deuxième secteur prioritaire pour l'intégration du personnel de santé. Nous avons en priorité privilégié ce personnel qui est sur le terrain, qui est sous contrat et qui a besoin d'être disons, stabilisé dans ses fonctions. Bien entendu, c'est un travail qui se fera de façon graduelle, mais partout où nous avons la possibilité de prendre le relais de ces partenaires humanitaires, nous l'avons fait, particulièrement dans le cadre de cette intégration-là. La
problématique de l'emploi préoccupe pas moins de 4 ministères du gouvernement. Il est question de remédier à l'anormalité de voir l'État en tête de liste des employeurs du pays. La majorité des Centrafricains veulent travailler dans la fonction publique parce qu'ils ont estimé que c'est là où il y a la pérennité. Et le gouvernement est convaincu du fait qu'il n'y a que le secteur privé qui peut développer un pays. Raison pour laquelle nous avons essayé de chercher à mettre en place tous les mécanismes d'accompagnement et d'appui conseil à ce secteur privé pour pouvoir favoriser leur transition du secteur informel dans le formel. Choisir une autre voie que celle de la fonction publique est la vision pour l'emploi que le gouvernement inscrit dans son plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Un choix que compte faciliter M. Christophe Nginza, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale, en multipliant les filières de la formation professionnelle. Dans le cadre du relèvement de notre pays, le RCPCA, nous avons pensé qu'il était aujourd'hui utile de réorienter et de mettre du contenu, si vous voulez, dans la formation professionnelle. C'est pour cela que nous avons engagé une certaine discussion avec un groupe autrichien qui viendra construire 10 centres de formation professionnelle, dont 2 à Bangui et dans certaines régions de nos provinces. Et nous avons pensé qu'il est utile d'adapter cette formation professionnelle à la réalité de cette région. Nous prenons un exemple comme la Lobaye, c'est une région forestière. Là-bas, nous avons pensé et estimé avec nos collaborateurs qu'il serait judicieux, sinon utile, d'orienter la formation professionnelle vers le métier de bois. Ce que nous cherchons, c'est de leur donner un travail périn, qui leur permet de s'intégrer et qui leur donne des droits aussi. Et là, c'est le rôle du gouvernement. C'est ce que nous faisons avec le département du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale. Un dispositif d'incitation à l'entrepreneuriat à l'issue de ces formations telles que le CAPMEA, Centre d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, prévoit une batterie d'outils pour conduire à terme l'insertion dans la vie active de jeunes centrafricains. Les activités qui seront dévolues à ce centre-là n'est rien d'autre que l'accompagnement et l'appui conseil. Et ce centre va jouer aussi le rôle d'incubateur des entreprises. C'est-à-dire, vous êtes un Centrafricain lambda. Vous avez fait votre formation au niveau, vous voulez être charpentier. À ce titre, pour que vous puissiez vous installer en tant que charpentier, ce centre-là va vous aider dans le montage des dossiers bancables pour vous permettre d'avoir le financement, pour avoir les matériels. Et ce centre va vous aider en ce qui concerne la gestion de votre activité quotidienne. La valorisation des formations professionnelles et des métiers qui en découlent devient un dogme du plan de relèvement et de consolidation de la paix. À titre d'exemple, 25 opérateurs des métiers artisanaux ont bénéficié d'un voyage de formation de 2 mois en Chine entre juillet et septembre 2017. Le but de cette opération sino-centrafricaine est d'ouvrir l'esprit des artisans sur les potentialités de développement de leur secteur d'activité. Et tu gouvernement de Chine, qui n'a pas qui au gouvernement chinois, le gouvernement centrafricain, là la boulita là, la coopération là on a dit que tu formes artisans centrafricains. C'est une de choses là moi nous dit tenez condamné tu goûter tenez et ça formation na côté Chine. Na kodroti amundiso yetingangoeka. So c'est pas que par canal du gouvernement le partenaire aussi relations sur le marché et que la Chine
approfondir le métier de chez eux. Mais ici, la matière première, c'est utilisée avec le bambou. Donc, à la ça route un peu. À utiliser bambou de Chine, à utiliser le bambou ni à l'uni lungo, na produit ailleurs. On a dit 3 mois déjà, bambou n'a pas ça même 60 mètres dans l'Indou. Ça peut dire fani à ça on a quoi. Donc bambou par jour, 1 cm par jour. Et à la cala utiliser bambou, là utiliser route un peu. Mais nous mais vous et voir difficulté tellement passé avec le même métier là. Sinayati yakati tu bambou, mon pas plus de 1500 hectares tu bambou. À moi je sais là que traiter bambou ni, à que faya kani, à que déjà à moi je n'ai quoi voilà. Bon. Encore si agati wara façon artisan. Donc artisan qualifié que da. Na ya ta kwani a qualité ta kwa sui mandaka ambena kwani nga ko isar genayer sa ya gape. Tel que mon petit leke dana routin, mon petit leke avion na routin, mon petit leke bateau na routin, mon petit leke ndeke na routin. En 2017, le gouvernement met l'accent sur la réhabilitation et la construction des bâtiments de plusieurs établissements de la filière professionnelle. Le lycée technique, l'école des métiers d'art et plein d'autres établissements dans l'arrière-pays voient surgir dans leurs concessions la matérialisation des efforts d'urgence du plan de relèvement et de consolidation de la paix que la communauté internationale apporte à la République centrafricaine. Il y a eu une très grande évolution concernant l'enveloppe qui est consacrée au secteur éducatif, dans tous les sens du terme. Au moment où notre pays avait connu des soubresauts dus à les différentes crises militaro-politiques, l'enveloppe consacrée au système éducatif tournait autour de 4-5%. Vous vous rendez compte? C'était extrêmement bas. Et aujourd'hui, nous sommes à 12,88%. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une très grande évolution. Notre ambition, c'est d'atteindre les 20%. Et c'est là conformément aux engagements que nous avons pris. Je dirais même qu'au plus haut niveau, parce que c'était consolidé par la déclaration du chef de l'État devant se faire à la conférence de Dakar, où il était question de mobiliser des fonds par rapport au secteur éducatif. On a même parlé de la reconstitution de fonds alloués au système éducatif. Et cet engagement consistait à respecter cette fourchette-là qui va de 15 à 20% jusqu'en l'an 2020. Le calendrier général des projets lancés ce mois de mars dans le cadre des festivités de l'an 2 consacre 3 dates au secteur de l'éducation. Les villes de Birao, Ndélé et le quartier Miskine à Bangui voient débarquer des fortes délégations du gouvernement accompagnées de leurs partenaires internationaux pour le lancement des travaux de construction dans leurs établissements scolaires. Lani amonengeti école ti Miskine na professeur tela Adema. Adene alikina dati metinzoni abe. Abon te goltani akenzoni abe. Bon mira gouvernement na to soko mboko na loa politino tigati tene aba que amonengeni na professeur tela akina raison. Azo ke mingige me doni akesava abe. Mira akesar na la gez a doti d'utiliser balotan. Amba keleke a dachala so abubaso akeza mombokoda. Leuna na ele viti tena la bateri zoni na professeur niti tena la momboko na zusaka disara kwa nizo. Les villes de Damara, Birao et Baoro fêtent quant à elles les lancements des projets de construction ou de réhabilitation de centres de santé. Ces travaux concernent principalement les blocs opératoires et les maternités. Ils mettent en exergue le privilège que le chef de l'État accorde au secteur de la santé. En témoigne l'importance des efforts pour l'amélioration de la santé des populations consignées dans le plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique.
Son Excellence Félix Moloa, ministre du Plan et de l'Économie, profite du lancement des travaux du centre hospitalier de Damara pour rappeler le cadre général dont fait partie ces chantiers. À l'occasion de la cérémonie officielle de pose de la première pierre de construction du centre de santé de Damara et d'inauguration de l'Institut annexe des sciences de la santé de Damara. Il faut le rappeler, la République centrafricaine s'est dotée d'un programme national de relèvement couvrant la période 2017-2021, communément appelé Plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, RCPCA, soutenu financièrement par la communauté internationale. Ce plan se veut un instrument pour relever les importants défis économiques et pour lutter contre la pauvreté qui entrave la paix et le progrès dans notre cher et beau pays. Ces projets cadrent parfaitement avec le pilier 2 de notre plan de relèvement de consolidation de la paix en Centrafrique, qui concerne le renouvellement du contrat social entre l'État et la population, spécifiquement la fourniture des services sociaux de base à la population sur tout le territoire, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'eau. Dr Somsey, le ministre de la Santé et de la Population, apporte sa lumière sur les déclinaisons de ce plan national de relèvement dans son secteur. Le gouvernement a aussi adopté une approche décentralisée du système de santé, qui est basée sur le système de santé de district. C'est-à-dire que la gestion du système de santé va être, disons, centrée sur la fourniture des services aux populations. Et donc le district va être l'unité opérationnelle du système de santé qui va jouer ce rôle afin de rapprocher les services de santé de la population. Le pays dispose désormais de 35 districts. Nous venons de nommer les chefs de district. Bientôt, nous mettrons en place les équipes de district et à partir de là, la nouvelle machine du système de santé va se mettre en branle avec un focus sur les communautés, sur le rapprochement des services de santé des communautés avec le rôle de contrôle communautaire joué par les communautés elles-mêmes. Le secteur rural comprenant l'agriculture, l'élevage, la gestion des eaux et forêts et les problématiques environnementales constitue pour le gouvernement la première étape vers le développement. Le président milite pour l'introduction sans délai de la motorisation dans le milieu rural. Hormis la nouvelle dynamique de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat qu'il impulse dans le secteur, le professeur Faustin Archange Touadéra veut dès maintenant réduire le poids des travaux manuels des paysans. Ce 17 mars à Mbaïki, le gouvernement distribue de nombreux kits agricoles et des semences aux membres des coopératives choisies pour l'efficacité de leur organisation. Le kit principal est un ensemble de motoculteurs et de charrettes munies d'une chaîne pour entraîner des outils divers servant à labourer, à pulvériser et à semer. Et dans ce type de kit, on lui donne beaucoup plus à des groupements beaucoup plus élaborés. C'est ceux qui sont sortis dans les centres formés par le JPN, là, qui connaissent un peu ces matériels. C'est eux maintenant qui peuvent pouvoir utiliser ça. Et le dernier type de matériel qu'on a distribué, c'est les tracteurs que vous avez vus. Mais ça, c'est au niveau des centres de recherche, c'est ce que vous voyez. Parce qu'au niveau des centres de recherche, on a des gens qui sont formés, hein, des techniciens supérieurs, des ingénieurs, et des gens qui savent utiliser ces tracteurs pour travailler avec. Et ça, on les a localisés vraiment dans les 5 centres de recherche dont dispose le pays. Et je pense que le 6e centre de recherche, ça va être Bombari. Je pense que d'ici la JIMA, on va ouvrir des hectares, quelques hectares au niveau de l'INRTV pour reprendre ce centre de recherche.
La jeunesse pionnière nationale, grande bénéficiaire de l'an 2 du président Faustin-Archange Touadéra, reçoit en septembre 2017 2 centres de formation à Bogoula et à Nzila. Ces complexes comprennent chacun 2 bâtiments de 2 salles de classe, un réfectoire, un entrepôt, un château d'eau et un dortoir d'une capacité de 400 personnes. 3 poulaillers, une porcherie, une bergerie et des hectares de terres cultivables justifient le sens de formation professionnelle dispensé aux pionniers. Financés à hauteur de 2,7 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, ces centres s'inscrivent dans la première phase du programme d'appui au relèvement des communautés de base. Le gouvernement prête une attention particulière aux populations fragilisées ou directement impactées par les violences. Cette volonté se manifeste par la mise en œuvre de tout un faisceau d'actions composé de projets d'urgence et de projets de relèvement. Une meilleure coordination des aides de la communauté internationale et des ONG permet d'intensifier la présence de l'État auprès des populations sinistrées. Madame Virginie Mbaïkoua, ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale, compte sur cette présence soutenue pour briser les principes du conflit religieux. Pour elle, la multiplication des actions humanitaires permet d'entretenir le dialogue entre l'État et les populations et aussi d'instaurer des échanges au sein des communautés prises en otage par les groupes armés. Elle estime ce dialogue nécessaire aux efforts en faveur de la cohésion sociale qui, à la longue, va faciliter la réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous sommes à presque 20 comités locaux de paix installés. L'objectif, c'est d'installer les comités locaux dans les 16 préfectures. Même si dans ces préfectures-là, il y a des conflits, nous devons installer les comités locaux de paix pour faire un travail au sein des communautés, pour les amener à l'apaisement et aussi les leaders communautaires et les leaders religieux, les impliquer aussi dans le processus de la paix et impliquer les femmes et les jeunes dans le processus de la paix. Et c'est comme ça que nous allons réussir à apaiser nos villes. Parce que tant que tout le monde n'est pas actif, tout le monde n'est pas associé, nous ne pourrons pas réussir. Si la population est forte face aux groupes armés, eh bien nous allons y arriver. Le gouvernement ne sera pas seul. Si la population porte la réconciliation nationale, nous allons y arriver. Ce mois de mars, le gouvernement réserve plusieurs dates aux missions de solidarité auprès des familles en difficulté. Dans les maternités de Mamadou Mbaïki et de Begwa, les femmes reçoivent des trousseaux de naissance pour leurs bébés. La fondation La Voix du Cœur, qui ouvre ses portes à plus de 150 enfants en difficulté, retient aussi l'attention du gouvernement. Cette aide vient soutenir les soins, les repas et l'éducation prodigués aux enfants dans les centres de Sika et de Damara. Le centre de la mère et de l'enfant, anciennement sous la tutelle de Madame Mbaïkoua, bénéficie d'un don de produits de première nécessité. L'occasion pour elle de revoir les très jeunes pensionnaires avec qui elle a partagé de longs moments quand elle dirigeait les travaux de rénovation de cette institution. Les réfugiés de Mobaye installés dans la mairie du 7e arrondissement à Ouango reçoivent quant à eux une délégation conduite par le Premier ministre Mathieu Sarandji. Il tient à rassurer cette population sur les efforts que le président de la République et son gouvernement fournissent pour établir la sécurité dans la partie sud-est du pays. Mais en attendant le retour sur leur terre, Mathieu Sarandji prie les déplacés internes de Mobaye de croire au devoir de solidarité de toute l'administration à leur égard. La journée du 29 mars commémore la disparition tragique de Barthélemy Boganda, le père fondateur de la République centrafricaine. Un cérémonial que Faustin-Archange Touadéra respecte scrupuleusement. Il croit en la force de ce symbole d'unité qui, à lui seul, rassemble toujours toutes les forces vives du pays. Chaque 29 mars, le président Touadéra dépose une gerbe de fleurs au pied de la statue de Boganda à Bangui. Puis il conduit sa suite dans un long cortège pour assister, après 1 heure de route, à l'immuable cérémonie en mémoire du père fondateur dans son village de Bobangui, dans la Lobaye. Le respect caractérise cette journée du 29 mars,
où tout un peuple, à l'exemple du chef de l'État, honore le symbole de la nation centrafricaine. Comme un signe du destin, le 30 mars célèbre désormais le retour à l'ordre constitutionnel. Une date que le président Faustin-Archange Touadéra demande aux Centrafricains de se l'approprier. Ce repère d'un nouveau départ doit encourager les filles et les fils du pays de Boganda à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Les festivités de l'an 2 répondent à une démarche de cohésion sociale. L'idée est de rassembler les Centrafricains autour des événements culturels et sportifs à forte potentialité d'émotion ou de joie collective. Des événements préalables de qualification dans plusieurs domaines permettent, ce 30 mars, de rassembler diverses prestations dans le stade 20 000 places de Bangui, des groupes de danse traditionnels, la fanfare de la garde républicaine, des artistes et orchestres modernes, des pièces de théâtre, un défilé de majorettes, des matchs de foot. Ceci grâce à une implication des acteurs sociaux qui œuvrent au quotidien pour le retour de la cohésion sociale. Le président de la République ne cesse de remercier toutes ces personnes tout en leur demandant de continuer encore leurs efforts jusqu'au retour de la paix. L'amélioration de la voirie urbaine se répand dans certaines villes de l'arrière-pays, telles qu'à Berberati, dans le cadre de la préparation de la Journée mondiale de l'alimentation. Elle est tout de même plus significative dans la ville de Bangui, où le 6e arrondissement bénéficie de travaux conséquents sur plusieurs axes. L'inauguration du pont Sapeke ce 1er mars 2018 ouvre l'ensemble des festivités prévues dans le cadre de l'an 2 du retour à l'ordre constitutionnel. Cette cérémonie, présidée par le professeur Faustin-Archange Touadéra, donne le ton des attentes du chef de l'État vis-à-vis des membres du gouvernement à qui il exige le déploiement de son plan d'action. La reconstruction de cet ouvrage de 36 mètres de long sur 15 mètres de large coûte 6 milliards de francs CFA, entièrement financé par un don de la République populaire de Chine. Son Excellence Ma Fuline, ambassadeur de la Chine en Centrafrique, décrit l'importance du pont Sapeke pour la coopération sino-centrafricaine. Comme le Premier ministre Simplice Mathieu Sarrangi a si bien dit lors d'une de nos rencontres, au niveau de la ville de Bangui, le pont Sapeke relie le 2e et le 6e arrondissement. Et au niveau de l'État, c'est un pont qui relie une fois de plus la République centrafricaine et la Chine. L'ouverture à la circulation du pont Sapeke désenclave toute la partie sud-ouest de Bangui. Elle met fin à 7 années de pénibles détours pour les habitants. La friabilité du sol le long de ce canal a causé l'échec de plusieurs tentatives de reconstruction. Cette fois, la réussite des travaux dans les délais justifie la décoration dans l'ordre de la reconnaissance centrafricaine attribuée au personnel du groupe China Sanchi Construction Engineering Corporation. Le 19 mars, le président Faustin-Archange Touadéra va également lancer les travaux de l'avenue Idriss Déby Itno dans le 3e arrondissement. La pose de cette première pierre dans le quartier du kilomètre 5, encore sous l'emprise des groupes armés, montre la volonté du chef de l'État de distribuer à toutes les populations du pays les retombées du plan de relèvement et de consolidation de la paix. Ces travaux entrent en ligne de compte des projets de reconstruction des infrastructures en milieu urbain prévus.
Le ministre des Travaux publics et de l'entretien routier, M. Ahmed Senoussi, conduit 2 autres missions dans l'arrière-pays. Le 17 mars à Sibut, il lance les travaux de réhabilitation de la section de route Sibut-Grimari-Bambari. Cette section de 196 km partagée entre 3 entreprises de travaux publics doit être livrée avant la journée mondiale de l'alimentation prévue en octobre 2018 à Bambari. La répartition s'explique par le fait que nous voulons un bon rendement sous de bonnes dates, en tirant justement les leçons apprises de la JIMA de l'année passée que nous avons vécu à Berberati. Nous voulons un peu recadrer les choses en répartissant les lots à 3 entreprises. Le lot 1, fait Sibut à Grimari, était attribué à l'entreprise Sagi. Le deuxième lot qui fait Grimari, Bambari, a été attribué à l'entreprise de semences, et la voirie urbaine de Bambari, y compris la réhabilitation du pont Bukaku, a été attribuée à l'entreprise Sophie ATP. Le 22 mars, à Ndélé, M. Senoussi revient dans sa ville natale avec un projet d'infrastructure longtemps attendu dans la région. La cérémonie de la pose de la première pierre du pont sur le Bamingi, un projet d'urgence de connectivité rurale, se déroule exceptionnellement dans le centre administratif de Ndélé. M. Robert Bou Djaoud, le représentant de la Banque mondiale, partenaire financier et technique du projet, donne une description des travaux à venir aux futurs usagers. La construction d'un ouvrage de franchissement sur la Bamingi, qui est de 45 mètres comme on a vu, est une des activités majeures et un investissement essentiel dans l'atteinte des objectifs du projet Urgence de connectivité locale. Les travaux dureront 5 mois pour un montant de l'ordre de 3,8 milliards de francs CFA. Et l'objectif du projet est de reconnecter physiquement les populations rurales du nord-est de la République centrafricaine au centre urbain, services sociaux et marchés locaux. En réhabilitation, l'axe routier Kaka-Bandoro, Bré, Bamingi, Ndélé, qui est de 333 km. « 24 mars, destination Baoro, 380 km pour 6 heures de route. Toute l'administration centrale veut assister à l'événement auquel tient tant le président de la République, qui, pour l'occasion, opte pour un voyage peu confortable en hélicoptère militaire. Outre le chaleureux accueil de la population, la ferveur de l'allocution du président et la pose de la première pierre d'un centre hospitalier d'envergure, c'est le lancement des travaux routiers de la section Baoro-Boire qui est à l'honneur. Le corridor Douala-Bangui est la principale voie routière de désenclavement de la RCA. Il fait partie d'un cadre plus vaste de projets de facilitation des transports et du transit en zone CEMAC. M. Senoussi, ministre des Travaux publics et de l'entretien routier, décrit les travaux qui incombent à la responsabilité de l'État centrafricain. En ce qui concerne les travaux d'aménagement et de bitumage de ce tronçon qui constitue le dernier chaînon marquant, c'est-à-dire la seule partie non revêtue sur cette section de corridor Bangui-Garamboulaye, il se présente ainsi qu'il suit. En effet, sur financement de la Banque mondiale, il sera revêtu sur une longueur de 58 km, y compris les ponts sur les cours d'eau Wen d'une longueur de 80 mètres, à 2 voies, et sur la Lobaye d'une longueur de 40 mètres. Il a à noter qu'il sera également construit 44 ouvrages hydrauliques, dont 20 ouvrages de portée majeure, c'est-à-dire entre 10 et 20 mètres de longueur. Pour la réalisation de toutes ces sections de route, la consistance des travaux est la suivante. La construction de plusieurs dallots en béton armé, l'exécution de parkings et aires de stationnement aux emplacements localisés, la mise en place de la signalisation et de l'équipement routier, la réalisation de corps de chaussée dans la fondation en grave latéritique et la couche de base en grave concassée. Le revêtement en béton bitumineux
appelé communément enrobé, sur une largeur de 7 mètres. Les accotements variables de 2 mètres en ville et 1,50 m en rase campagne seront traités en enduit superficiel bicouche. À cela s'ajoutent les travaux de confortement sur les tronçons PK6 à PK33 et PK73 Fambélé au PK104 Babois. Le coût total de ces travaux s'élève à 38 338 42 419 francs, hors taxe douane. C'est à la suite d'un appel d'offres international que la réalisation des travaux a été attribuée à l'entreprise Satom pour une durée de 20 mois. Il faudrait louer l'apport significatif du gouvernement centrafricain qui a financé entièrement les opérations de libération de l'emprise et de la chaussée bornée à 20 mètres concernant les biens et les personnes affectées par le projet pour un montant d'environ 54 millions de francs CFA. L'autre voie de désenclavement qui s'impose à la situation de la République centrafricaine est celle de la connectivité digitale. Le projet Central African Backbone est le volet du plan de relèvement et de consolidation de la paix, dotant le pays d'un moteur de développement résolument tourné vers l'avenir. Ce projet panafricain de la dorsale fibre optique reçoit, au titre de sa partie centrafricaine, un financement de 22 milliards de francs CFA de l'Union européenne et de la Banque africaine de développement. Ces fonds vont servir à la réalisation des 4 composantes suivantes: infrastructures de télécommunication, de l'information et de la communication, application des services de technologie de l'information et de la communication, appui institutionnel et renforcement de capacités et gestion de projets. Monsieur Gournan Zako, ministre en charge du projet Central African Backbone, présente les activités à venir. Les principales activités de ce projet se présentent comme suit. Le déploiement de 1100 km linéaires de fibre optique à travers un axe principal, Bangui, Gwali, Bosambele, Yaloke, Bosentele, Baoro, Karno, Berberati. 2. Avec les 2 bretelles suivantes, Berberati, Gamboula, frontière avec le Cameroun, et Berberati, Nola, Bayanga, Bomassa, frontière avec le Congo. La réhabilitation et la dotation en équipement TIC de 20 bureaux de poste situés le long des axes du projet. La mise en place d'un centre de données national data center qui servira de base infrastructurelle au développement de l'administration électronique. La mise en place et l'opérationnalisation d'un centre de formation digitale au sein de l'université et du lycée technique qui permettra d'une part de développer des compétences des jeunes centrafricains et d'autre part de faire de l'université de Bangui un cadre approprié pour la promotion des incubateurs d'entreprises et des startups dans le domaine des TIC. Le projet prévoit également un appui conséquent en faveur du ministère des Postes et Télécommunications dans la mise en œuvre du partenariat public-privé pour la gestion de la dorsale nationale à fibre optique, de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Il est prévu d'accompagner le ministère des Postes et Télécommunications dans la transformation de l'unité de coordination du projet en une agence des TIC antique qui sera le bras exécutif du ministère dans la politique digitale du gouvernement centrafricain. L'enfouissement des 1000 km de fibre optique de ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre va distribuer des revenus à la population active dans les localités traversées. Son Excellence, le président Faustin Archange Touadéra, qui préside cette cérémonie, ne demande que la réalisation de ces belles promesses. Tant d'années sont passées pour finaliser ce projet.
Aujourd'hui, ces échantillons que je vous remets, c'est pour que vous veilliez à ce que ce projet puisse aboutir dans les délais. Merci. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit les rapports avec le FMI ou la Banque mondiale, ce sont des États qui sont les contributeurs, aussi bien au niveau de ce qu'on appelle le partenariat technique et financier, donc Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement ou BDAC. C'est aussi bien les États qui, à titre bilatéral, interviennent pour financer le retour à la paix et le développement en République centrafricaine. Donc, nous avons axé la diplomatie de manière offensive vers les États, non seulement en vue de les rassurer, les sensibiliser et les maintenir dans l'escarcelle de la gestion commune de la crise centrafricaine. Nous avons très vite compris qu'il faudrait avoir des meilleures relations, d'aller vers ces partenaires et de discuter avec eux pour que la RP centrafricaine ne soit pas une crise oubliée, mais qu'elle puisse continuer à bénéficier de l'accompagnement de la communauté internationale. Parmi les États contributeurs de la gestion de la crise centrafricaine figure le Portugal. Ce pays met à la disposition de la RCA un contingent de 160 soldats dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Le Portugal vient également de prendre la direction de l'EUTM, la mission de formation des forces armées centrafricaines diligentée par l'Union européenne. C'est donc la reconnaissance de toute une nation à un pays frère que le professeur Faustin Archange Touadéra témoigne au président portugais Marcelo Rebelo de Sousa lors de sa visite de travail ce 26 mars 2018 sur le tarmac de l'aéroport Bangui Poko. Cet accueil traditionnel change de dimension quand le président de Sousa se met à magnifier l'hospitalité que lui accordent les populations massées dans les grands carrefours tout au long de son trajet. Soleil et tapis rouge, puis pluie et tapis de pagne des femmes, c'est dans cette effusion de joie que les présidents parcourent à pied une grande partie du trajet qui les mène au palais de la Renaissance. L'humilité et le sens de partage du président de Sousa vont laisser dans la mémoire collective centrafricaine les souvenirs d'une visite on ne peut plus amicale. Nous avons eu le plaisir ce jour de recevoir le président Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République du Portugal. Je l'ai remercié pour le soutien de son pays à la République centrafricaine à travers la mise à disposition de la MINUSCA d'une force spéciale composée de 160 hommes. Depuis 2017, les forces spéciales portugaises se sont révélées efficaces et très dynamiques. Elles sont à leur 3e contingent. Le premier en janvier 2017, le second en août 2017 et le dernier le 5 mars 2018. Les forces spéciales portugaises ont inscrit au nombre de leurs récentes actions des opérations offensives menées notamment à Bangassou, dans le sud-est, et à Bang, dans le nord-ouest. Leur contribution inclut aussi la sécurisation de la ville de Bangui, y compris l'aéroport de Bangui Mpoko. Pour tout cela, j'ai dit au nom du peuple centrafricain, merci.
ce mois de mars, les cérémonies d'inauguration, de lancement de projets et de pose de premières pierres ont vocation à sous-tendre la nouvelle dynamique de relèvement du pays. Le plus important reste la conduite à terme de tous les projets pour le bien des populations. Dans un pays où tout est à reconstruire, il revient à chaque Centrafricain de s'approprier les efforts de relèvement et de consolidation de la paix en ayant une grande considération pour la chance qu'offre le retour à l'ordre constitutionnel. Que l'hyperactivité du gouvernement durant ce mois de mars soit le déclencheur d'une dynamique positive de sortie de crise, comme l'espèrent les ministres qui œuvrent dans ce but. Notre pays veut montrer, souligner à nos populations que nous allons vers le bout du tunnel. Nous sommes en train de remettre l'école en place, les services de santé primaires, n'est-ce pas, ou basiques vers les populations. L'éducation, la santé, qu'y a-t-il de plus important pour remettre un peuple meurtri sur ses pieds? Et cela est en train d'être fait. Nous sommes dans la dynamique de consommer des ressources qui ont été annoncées à Bruxelles. Donc, le mois de mars ne donne que le pouls des premiers projets que nous commençons à lancer. Et donc nous allons poursuivre parce que certains projets ne sont pas encore passés au conseil d'administration des partenaires. Donc au fur et à mesure que ces projets atteindront une certaine maturité, que c'est admis, approuvé au niveau du conseil d'administration, seront lancés au même rythme. Il y a une nouvelle prise de conscience qui permet aujourd'hui de réfléchir ensemble sur des projets fortement intégrateurs, des projets structurants qui sont soutenus, Dieu merci, par nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale ou la banque Exim Bank chinoise, qui nous amènent aujourd'hui à mettre sur la table des projets fortement intégrateurs autour desquels les 3 ou 4 pays concernés vont réfléchir ensemble, par exemple, pour allonger la durée de navigation sur le fleuve Ubangui. Il y a un projet structurant de cette nature qui sera financé par la Banque mondiale. Il y a à peine 4 semaines, nous avons reçu les principaux responsables du port de Douala et Kribi au Cameroun, ce qu'ils appellent dans leur dispositif là-bas port synthèse. Donc ils sont venus indistinctement nous proposer des services de qualité et ils ont reçu donc nos opérateurs économiques pour les rassurer sur leur volonté de mieux accueillir donc les opérateurs économiques centrafricains dans leur démarche pour leur permettre donc d'utiliser ces infrastructures portuaires pour les besoins de transit, à l'import et à l'export des marchandises à destination ou en provenance de la République centrafricaine. Il en est de même aussi de la République démocratique du Congo, par lequel transitent nos cargaisons d'hydrocarbures. Il en est de même de la République du Congo avec le dispositif mis en place au niveau du port de Pointe-Noire. L'aéroport de Bangui-Poko, nous allons construire un nouveau terminal qui est évolutif. C'est-à-dire que nous commençons par un terminal capable d'accueillir 1 million de passagers. Aujourd'hui, nous en avons à peine 200 000, ce qui nous donne une bonne marge pour voir comment le trafic se comporte après la mise en service de ce terminal. On a fait les audits sur les arriérés salariaux, ce qui nous a permis justement d'arriver à trouver un accord avec le Fonds monétaire international, qui nous a permis justement d'apurer, par exemple, les arriérés salariaux de novembre 2013 et de décembre 2013. Nous avons pu apurer les arriérés commerciaux, histoire de relancer un peu nos opérateurs pour un montant global de pratiquement 9 milliards. Et nous avons pu trouver un accord avec les banques commerciales pour une créance de pratiquement 25 milliards de francs CFA qu'on a pu titriser. Ce qui fait que, en termes, par exemple, de règlement de dette ou bien d'échéance, eh bien, nous avons pu quand même tenir le pari. Et la grande réforme, comme vous le savez aussi, c'est qu'aujourd'hui,
l'État arrive à retrouver presque sa crédibilité vis-à-vis des fournisseurs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État arrive à régler ses dépenses publiques à terme échu, donc dans un délai meilleur. Vous allez vous rendre compte, puisque vous êtes à Bangui, qu'aujourd'hui, les salaires, par exemple, sont payés les 25 de chaque mois, au même titre que les privés. Nous avons toujours eu que des permis de recherche pendant longtemps. Nous ne sommes pas encore passés à l'état de l'industrialisation. Et je pense que nous y atterrons aujourd'hui avec l'Afrique du Sud, avec la Chine, avec la France, parce que Bergem vient de nous contacter aussi pour que nous puissions donc travailler à ce que d'ici une année, 2 années, que nous puissions avoir donc des industries minières qui puissent exploiter nos diamants et l'or. Aujourd'hui, dans le produit intérieur brut d'une manière globale, c'est-à-dire qu'en termes de valeur ajoutée, les mines pèsent aujourd'hui pour beaucoup. Simplement parce que nous avons réussi aussi à remettre tous les artisans miniers qui étaient à l'époque, entre 2013 et 2016, qui n'avaient plus rien à faire parce qu'on n'achetait plus les diamants et tout ceci. Mais nous avons réussi à les remettre encore au travail, à commencer à réexporter. Et notre bataille aujourd'hui, c'est de chercher à atteindre la valeur croisière d'antan. Mais le problème, c'est que pour atteindre cette valeur croisière, c'est qu'il nous faut aujourd'hui reconquérir aussi l'Est du pays qui est en dehors. Parce que dans la nouvelle démarche, on nous a simplement libéré 5 zones dans l'ouest du pays. Nous sommes en train de travailler à ce que toute la zone soit libérée afin que ça soit exportable, donc que tout le diamant de l'ouest soit exportable. La bonne nouvelle, c'est que si nous renouons avec les industries, les sociétés qui font de l'exploitation industrielle, nous aurons donc des perspectives dans 2 ans de pouvoir accroître sensiblement la production